Dans le grand ballet de l'existence, il y a des moments où le monde entier se résume à la poignée de terre sous vos pieds, au ciel de plomb au-dessus de votre tête et à la ligne floue entre la vie et la mort. Les hommes des tranchées de Verdun, corps et âme réduits à l'essentiel, savaient ce que cela signifiait. Le monde extérieur, avec ses baisers et ses moissons, n'était qu'un lointain écho. Leur univers se limitait aux murs de boue, aux fils barbelés qui traçaient la frontière de leur espoir et à l'odeur persistante de la terre mouillée et de la moisissure qui collait à leur peau. Le jour se levait sur la crête. Une brume froide flottait au-dessus de la ligne de front, un voile lacté qui ne parvenait pas à masquer l'horreur des cratères d'obus. Édouard Delacroix, 24 ans, ajustait son canon de 75 mm, ce 75 qu'il connaissait comme le prolongement de son bras droit. Ses mains, celles d'un paysan picard, étaient calleuses et rugueuses, mais elles bougeaient avec une précision accuse par des mois de routine. Le jeune homme, aux yeux bleus autrefois pleins de lumière, portait le poids du silence. Un bigoudi fin dissimulait subtilement une cicatrice au-dessus de sa lèvre, un souvenir d'une fente labiale partiellement guérie qui l'avait fait se sentir un étranger toute sa vie. Il se sentait maintenant à sa place parmi ces corps, ces âmes brisées, dans cet enfer où la normalité n'existait plus. Sa pensée, cependant, continuait de s'échapper. Il se rappelait sa ferme, les champs de blé qui ondulaient sous le vent d'été. C'était un tableau en technicolore dans sa mémoire, un contraste violent avec le monochrome de la guerre. Il pensait à Marie, sa fiancée. Sa dernière lettre avait parlé des roses qu'elle avait plantées près de la porte de la cuisine, un détail si simple et si précieux qu'il lui serrait le cœur. Le plus grand de ses peurs n'était pas de mourir, mais de devenir un corps anonyme dans la boue, sans que personne ne se souvienne du jeune homme qui avait aimé la terre et rêvé de la paix. À ses côtés, Antoine Fillon, le sergent de 35 ans, boitait légèrement, la jambe gauche traînant de manière perceptible. Une vieille blessure d'éclat lui avait légué une douleur chronique qui le laissait se pencher et lui faisait avoir une expression de fatigue. Son visage, encadré par une barbe de 3 jours et une moustache épaisse, était celui d'un homme qui avait trop vu pour se permettre l'espoir. Il tapota l'épaule de Louis Moreau, le jeune homme de 19 ans tout juste arrivé du Sud. « Arrête de rêver, gamin, dit-il, avec un ton qui se voulait rude, mais qui ne parvenait pas à cacher une certaine lassitude. Louis, avec ses lunettes à monture métallique qui semblaient trop grandes pour son visage et ses doigts longs et fins, semblait encore vivre un rêve de gloire. Il ne comprenait pas la lourdeur du silence. Il ne sentait pas le goût amer de la peur dans l'air, ni la terre qui se mêlait à leur ration, comme si elle voulait leur rappeler qu'elle était l'élément le plus présent de leur vie. La tension montait à mesure que le soleil grimpait à l'horizon. Le son lointain d'une fusillade, un murmure de mort à peine perceptible, confirmait qu'il y avait une vie en face. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient observés, écoutés. Ce contact sensoriel avec l'ennemi invisible était presque plus effrayant que les combats. Édouard se souvenait de la promesse des officiers d'une guerre courte. Il ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point ils étaient loin de la vérité. Un murmure discret se propagea le long de la tranchée. L'officier de liaison de l'artillerie avait reçu un rapport. Un mouvement de troupes allemandes significatif est en cours. Le sol trembla soudain. Ce n'était pas le tremblement continu d'un bombardement, mais une secousse soudaine et violente. Une explosion légère, un simple tir de reconnaissance, frappa à quelques mètres de leur position. La déflagration souleva un nuage de poussière et de terre, et Édouard sentit soudain un goût métallique dans sa bouche, le goût du sang et de la peur. Son cœur s'emballa. L'impact déterra le corps mutilé d'un artilleur, comme s'il avait été un simple morceau de terre. Le choc fut instantané. Édouard se sentit incapable de détourner le regard, fasciné par la violence de la mort. À côté de l'homme tombé, au milieu de la boue et des débris, Édouard aperçut un carnet de cuir. Il était maculé de terre, mais un geste instinctif le poussa à le ramasser. Il nettoya la boue avec son gant et l'ouvrit. Une écriture élégante, celle d'un homme qui maniait la plume avec plus d'aisance qu'une pelle, recouvrait les pages. Les mots, un poème sur la brutalité des bombardements, sur la façon dont le chaos déchiquetait le monde, firent résonner quelque chose en lui. Édouard comprit que le poète s'appelait Baptiste et qu'il avait été un artilleur. Le carnet était plus qu'un objet, c'était un bouclier, une tentative de transformer l'horreur en art, une identité narrative qui survivait à son propriétaire. Le silence qui suivit la découverte fut encore plus pesant.
Il n'y avait plus de murmures lointains, mais une absence totale de son, une accalmie effrayante. Antoine jura, sa voix brisant le silence. « C'est l'accalmie avant la tempête », dit-il, son regard balayant l'horizon avec inquiétude. Le son d'une sirène, perçant et stridente, retentit au loin, le signal de l'horreur. Les officiers couraient. Le message venait d'arriver au poste de commandement. L'artillerie allemande se préparait à un barrage massif. L'offensive était imminente. La fausse accalmie était terminée. Les obus sifflèrent au loin, et le ciel, qui semblait si paisible, s'embrasa. L'enfer recommençait, mais cette fois-ci, Édouard avait un bouclier plus fort que la peur. Il avait les mots de Baptiste. Le premier projectile explosa avec une violence inouïe. Ce n'était pas un simple coup de semonce, mais le prélude à un concert de destruction. Édouard sentit la terre entière trembler sous ses pieds. Le sol, d'abord meuble et boueux, devint un être vivant qui gémissait sous le poids des explosions. Les éclairs stroboscopiques des obus déchiraient le ciel de plomb, transformant la nuit en un jour brutal et éphémère. Le son de l'enfer se mit en place, un rugissement continu et assourdissant qui rendait les voix humaines inaudibles. Le 75 se mit à chanter. Édouard et son équipe, rythmés par Antoine, passèrent à l'action. Le travail était mécanique, brutal. Tirer, charger, tirer. La cadence de l'arme, entre 15 et 30 tirs par minute, dictait leur survie. Les heures s'écoulaient, mais la notion du temps avait disparu, remplacée par le rythme frénétique du canonnier. Chaque mouvement était un automatisme, une danse macabre, où le seul but était de vider les caisses de munitions plus vite que l'ennemi ne pouvait en envoyer. Les obus de 75 mm, lourds et froids, passaient de main en main, le métal lisse glissant sur les gants de cuir usés. Édouard sentait la chaleur du canon qui brûlait ses mains calleuses. C'était une chaleur féroce, un feu intérieur qui ne s'éteignait jamais. La puanteur de la poudre brûlée se mêlait à l'odeur de la terre fraîchement labourée par les explosions, et cette odeur ramenait Édouard à la terre de sa ferme en Picardie, le sol fertile que son père lui avait légué. C'était un contraste brutal, un flashback soudain au milieu de la guerre. Le bruit des machines à vapeur, le chant des oiseaux, l'odeur du foin fraîchement coupé. Le goût de la terre de sa ferme dans sa bouche, le goût du sang et du métal à Verdun. Ces souvenirs le rendaient à la fois plus fort et plus vulnérable. Il se battait non seulement pour survivre, mais pour protéger cette mémoire. Le jeune Louis, le visage blême et les yeux hagards, se tenait là, incapable de bouger. Son corps était une partition de peur et il n'arrivait plus à bouger. Les éclats et la poussière qui s'élevaient de toutes parts étaient devenus trop insupportables et il avait perdu la capacité de raisonner, de marcher ou même de parler. Il s'était effondré, ses mains agrippant ses oreilles comme s'il tentait en vain d'échapper au rugissement. Antoine, le regard dur mais la voix brisée, lui hurla de bouger. Le jeune homme ne répondit pas, ses yeux vides fixés sur le ciel. Le sergent le poussa, ordonnant à Édouard de continuer à tirer. L'équipe, en infériorité numérique et prise par la panique, se désorganisa. Un obus, plus puissant que les autres, tomba à quelques mètres de leur position, envoyant une vague de choc qui les jeta à terre. Un des artilleurs secondaires cria de douleur. Un éclat lui avait percé la cuisse et le sang se mêlait à la boue. Le canon, endommagé, ne pouvait plus tirer. L'explosion avait brisé le rythme et le chaos total régnait autour d'eux. Antoine prit les choses en main. Il ordonna à Édouard de laisser tomber le canon et de prendre l'artilleur blessé. Ils devaient se mettre à l'abri, car ce n'était que le début de l'offensive. Le sol, gorgé de boue, ralentissait leur fuite. Chaque pas était une lutte, une danse macabre entre la vie et la mort. Le son des tirs d'obus, d'abord au loin, se rapprochait dangereusement et ils se sentaient comme des cibles. Antoine montra un abri souterrain, un labyrinthe de béton et d'obscurité, le seul refuge dans cette plaine de désolation. Le chapitre se termine alors qu'ils s'engouffrent dans l'abri, le souffle court, le cœur battant, le diable à leur trousse. Le sol de la tranchée s'écroulait derrière eux, les enfermant dans une obscurité totale et humide. La fuite fut un ballet macabre de survie. Édouard portait le soldat blessé, le poids de son camarade sur son dos, le contact de sa peau froide et moite, une réalité glacée au milieu du chaos. Ses pieds s'enfonçaient dans la boue,
cette créature vivante qui ne cessait de croître, engluant ses bottes, alourdissant chaque pas d'un poids de plomb. Le sifflement des obus qui passaient au-dessus de leur tête était un rappel constant de leur fragilité. Antoine, le visage rigide, poussait les hommes en avant, sa voix railleuse masquant à peine la panique grandissante dans ses yeux. Il les guida vers un trou béant dans la terre, un labyrinthe sombre et humide qui offrait l'illusion de la sécurité. Ils tombèrent dans l'abri, le souffle court, le cœur battant, et le dernier homme de leur groupe se laissa tomber juste derrière eux. Un obus éclata si près que l'entrée s'effondra, les piégeant. Le silence qui suivit fut encore plus effrayant que le bruit des obus. C'était un silence lourd, étouffant, plein du son de leur propre respiration haletante et de l'écho de leur cœur battant. L'air, confiné, sentait le moisi, la sueur et la terre humide. La vision était presque nulle, le noir était épais, à couper au couteau. Les murmures et les gémissements résonnaient dans l'obscurité comme des fantômes. Édouard serra le carnet de Baptiste dans sa poche, le seul lien avec un monde qui avait encore un sens. C'était un objet fragile, un morceau de cuir et de papier, mais il portait le poids de la civilisation, de la beauté, dans un endroit où tout était réduit à la brutalité. Le jeune soldat blessé, dont le nom n'avait presque jamais été prononcé, gémit faiblement. Sa voix était un chuchotement mourant. Il ne saignait plus, mais son corps tremblait, et ses yeux, remplis de peur, étaient fixés sur le vide. Sa mort ne fut pas une fin glorieuse. Ce n'était pas un cri de bravoure ou un acte de courage, mais un murmure douloureux et solitaire. Édouard et Louis le regardèrent s'éteindre, impuissants. La vie quitta son corps lentement, sans bruit. Louis frissonna, ses longues mains fines serrant les poings, sa voix se brisa lorsqu'il confessa à Édouard qu'il ne pouvait pas, qu'il ne voulait pas mourir. Le sergent Antoine, avec son visage dur, fit de son mieux pour cacher la douleur qu'il ressentait pour son soldat. Il leur ordonna de chercher un autre chemin. C'est alors qu'ils trouvèrent l'entrée du tunnel de Tavannes, un lieu de refuge, mais aussi de mort. Les murs suintaient d'humidité, et le sol était une boue visqueuse qui glissait sous leurs pieds. L'espoir était mince. Ils avancèrent, glissant et trébuchant, chaque pas les enfonçant plus profondément dans la peur. L'odeur du moisi et du sang séché était si forte qu'elle semblait avoir une texture propre, une matière invisible qui leur collait à la gorge. Des échos se perdaient dans le noir, des gémissements d'hommes et de rats, un éternel mélange de vie et de mort qui avait transformé ce tunnel en un caveau vivant. Alors que les 3 survivants cherchaient une issue, un homme, le visage blême et les yeux hagards, se précipita vers eux. Il avait l'apparence d'une chose, pas d'un homme. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux couverts de poussière. Il se mit à murmurer, un chuchotement obsédant qui semblait être le seul son dans l'obscurité. « Il me faut le billet de sortie, le billet !» Il répétait inlassablement ces mots absurdes, une règle bureaucratique dans un lieu où les règles n'existaient plus. Édouard le regarda, comprenant l'absurdité de leur situation. Les hommes étaient pris au piège, même ceux qui n'étaient pas blessés. Ils avaient besoin d'une permission pour s'échapper, car des gendarmes les empêchaient de partir. L'homme tomba sur ses genoux et se mit à pleurer, son corps secoué de sanglots silencieux. Il n'y avait pas de place pour la folie dans le tunnel. C'était la folie qui était la règle, la seule constante. Louis, le jeune idéaliste, le regarda avec ses yeux grands ouverts, et son corps commença à trembler, un tremblement incontrôlable qui n'était pas causé par le froid, mais par le trauma psychologique, le choc des obus. Sa mâchoire se serra, il ne pouvait plus parler. Il était l'incarnation de la peur, de l'impuissance. Le sergent Antoine, avec un regard d'acier, ordonna à Édouard de ne pas s'arrêter. Il savait que l'espoir était un luxe et que seule la survie comptait. « Il n'y a pas de billet ici, gamin », murmura-t-il à l'homme hagard, « juste la mort. » Mais l'homme ne l'entendit pas. Il continuait de murmurer, de répéter la même phrase encore et encore, son esprit brisé par l'absurdité de la guerre. Le son des obus qui explosaient à l'extérieur s'intensifia, et la terre trembla à nouveau. Le tunnel se mit à gronder. Ils se sentirent piégés, sans espoir, la lumière de la sortie se refermant sur eux. L'odeur de la poussière fraîche se mêla à celle du moisi et du sang, une nouvelle couche de désespoir qui s'ajoutait à la tragédie.
La dernière chose que Louis vit avant de s'effondrer, c'est l'homme hagard qui continuait de murmurer, les yeux fixés sur un point invisible dans l'obscurité. Le chapitre se termine sur cette image de désespoir. Ils étaient enterrés vivants, leurs vies et leurs peurs scellées dans le sol de Verdun. Après un effort surhumain, ils réussirent à dégager une issue dans les décombres du tunnel. L'air, chargé de la puanteur de la terre humide, se mêla à la poussière. Ils sortirent, le souffle court, dans un monde qui avait l'apparence d'une apocalypse. Une brève accalmie s'était installée. Le silence n'était plus terrifiant, mais pesant. Un moment de répit où chaque battement de cœur se faisait entendre. Édouard se laissa tomber, exténué, et dans le silence retrouvé, il sentit le carnet dans sa poche. Le cuir, qui avait été mouillé par la boue, était maintenant froid et rigide. Les mots de Baptiste étaient comme un baume dans le chaos, un fragile fil de connexion avec un monde plus simple, où la beauté pouvait encore exister. Il tourna les pages avec précaution et il lut une description poétique d'un matin de printemps dans la Meuse, un chant d'oiseaux qui contrastait brutalement avec le silence de mort qui les entourait. Les mots décrivaient un soleil chaud sur la peau, un vent doux dans les champs de blé et le parfum de la terre fraîchement labourée. Édouard ferma les yeux et il se laissa transporter un instant. Il se voyait sur sa ferme, la sensation du soleil sur ses épaules, le bruit de la charrette sur le chemin. C'était un tableau en technicolor dans sa mémoire, un instant si pur qu'il lui serrait la gorge. La poésie de Baptiste n'était pas un simple luxe, mais une ancre, une corde de survie jetée dans l'océan de la barbarie. Elle était la preuve que la beauté avait existé et qu'elle pouvait survivre, même sous le poids de la boue de Verdun. Antoine, le sergent, s'approcha. Son visage, un masque de fatigue et de douleur, était celui d'un homme qui avait cessé de se battre pour autre chose que la survie. Il s'assit et pour la première fois, Édouard vit une fissure dans son armure. Le sergent, qui avait toujours été le rocher, le pragmatiste, avait les yeux pleins de larmes. Sa douleur physique était un reflet constant du traumatisme de la guerre, une douleur qui ne le quittait jamais. Il se battait contre ses propres émotions et le combat était visible dans les ridules autour de ses yeux et la rigidité de sa mâchoire. La situation s'aggrava soudainement. Le jeune Louis, qui avait été silencieux, commença à trembler de nouveau de façon incontrôlable. Son corps était une partition de peur, son visage blême et ses yeux hagards. Il ne pouvait plus parler, ni même se lever, les symptômes d'une maladie psychologique appelée choc des obus, shell shock, qu'il avait contracté. Son corps était brisé, non par un éclat, mais par le son et l'horreur de la guerre. Il était le poète, l'idéaliste, celui qui cherchait encore un sens à la beauté. Et maintenant, il était la manifestation physique de l'horreur de Verdun. Édouard, impuissant, ne pouvait rien faire, juste regarder. Il regarda la vie quitter son corps, un murmure, une dernière respiration, la mort d'un rêve d'innocence. La mort de Louis, la plus douloureuse des pertes, marqua un tournant. Le carnet de Baptiste, qui était une simple curiosité, devint une responsabilité. La poésie n'avait pas pu protéger Louis de la barbarie, mais elle pouvait et devait être son héritage. Édouard comprenait maintenant que sa mission n'était plus de survivre, mais de se battre pour un but qui transcendait la guerre. Il devait se battre pour la mémoire de Louis et de Baptiste, et pour le millier d'hommes anonymes qui gisaient dans la boue de Verdun. Le carnet n'était plus un bouclier, mais le témoignage d'une identité narrative, d'un soldat qui se transformait en gardien de la mémoire. Il regarda Antoine et il comprit. Le sergent avait perdu tout espoir il y a longtemps et il se battait par habitude, par devoir. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans les yeux d'Édouard, une nouvelle détermination. Les deux hommes, le pragmatiste et le gardien de la mémoire, se tenaient dans les décombres, prêts pour la prochaine bataille. Le chapitre se termine avec l'approche d'une nouvelle vague d'attaque, une ombre gigantesque qui s'approche d'eux. Le grondement de l'artillerie reprit, un murmure qui se transforma rapidement en un rugissement d'apocalypse. Une nouvelle vague d'assaut balaya la ligne de front, plus violente, plus impitoyable que tout ce qu'ils avaient connu. L'air se remplit d'un vent chaud et âcre, un vent de mort qui sentait la poudre brûlée, la chair et la terre fraîchement remuée. Édouard et Antoine, derniers survivants de leur équipe, se dressèrent au milieu des ruines, leurs corps et leurs esprits tendus à l'extrême. Ils n'étaient plus que des ombres dans le chaos, leurs silhouettes découpées par les éclairs stroboscopiques des explosions.
Le canon de 75 mm, leur seul allié, hurlait sa propre fureur, son canon crachant des flammes qui illuminaient leurs visages couverts de suie et de peur. L'urgence était palpable, un sentiment âpre comme la poussière et lourd comme le poids des obus qu'ils devaient manipuler. Leurs corps étaient des automates, tirant, chargeant, tirant, un rythme frénétique qui les maintenait à la limite de l'épuisement. Ils se déplaçaient en parfaite synchronie, un dernier ballet de mort dans le grand théâtre de la guerre. Une explosion plus proche, plus puissante les jeta au sol. Une odeur de soufre et de chair brûlée emplit l'air. Antoine gémit, un son qui était un mélange de douleur et de soulagement. Un éclat lui avait transpercé le corps. Édouard rampa jusqu'à lui, la boue et le sang se mêlant sous ses genoux. Le sergent, d'une voix faible mais clare, lui ordonna de se lever. « Non, ne t'arrête pas, murmura-t-il, sa voix qui était autrefois un roc, maintenant un murmure fragile. Tu dois continuer, pour eux. » La douleur chronique qui l'accompagnait depuis son adolescence avait trouvé son dénouement. Son regard, autrefois rempli de lassitude, était maintenant rempli d'une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, un répit de la souffrance constante qui avait été sa vie si longtemps. Il n'était plus un soldat, il était un corps qui mourait. Et dans ces derniers instants, il se battait pour la seule chose qui lui importait encore, le fait que son sacrifice ne soit pas vain. Édouard était seul. La mort d'Antoine, celle du pragmatiste et du protecteur, le laissa seul face à une mission. Il se redressa, la poussière et la boue collées à sa peau comme un lin sale. Il ne se battait plus pour la gloire de la France, il ne se battait même pas pour sa propre survie. Il se battait pour les morts. Pour Louis, le jeune idéaliste, dont le corps avait été brisé par le choc des obus. Pour le soldat anonyme dont le nom n'avait jamais été prononcé. Pour Antoine, qui avait finalement trouvé la paix dans la mort. Et pour Baptiste, l'artilleur poète, dont la voix avait été réduite au silence, mais dont les mots avaient trouvé un nouvel héritier. Il chargea le canon, une machine de mort, et tira. Encore, encore. Seul, il devint un maillon de la chaîne de résistance. Sa solitude n'était pas un fardeau, mais une force. Il était le gardien des voix oubliées, de ces récits perdus dans la boue et le chaos. Il ne les laisserait pas mourir. Le monde autour de lui était un enfer, mais à l'intérieur, dans sa tête, résonnaient les mots de Baptiste. Le goût du sang et de la poussière se mêlait à ses larmes, mais il continuait. Le poids du canon sur ses épaules était un poids de responsabilité, un poids d'héritage. Le feu qui avait brûlé ses mains était maintenant un feu de vengeance, une promesse silencieuse qu'il ne laisserait pas le monde oublier. La bataille s'estompa finalement, se transformant en un silence de mort. Le ciel, dévasté par les obus, laissait passer quelques étoiles. Édouard se tenait au milieu du champ de bataille dévasté, la terre brûlée et les corps qui gisaient partout. Il était sale, couvert de sang, mais il était vivant. Le carnet de Baptiste était toujours dans sa poche, intact. Il le sortit et le tint dans sa main, sentant son poids, le poids d'un héritage inattendu. Il tourna la dernière page et il lut, une phrase, simple, mais qui résonnait dans son âme comme un chant d'espoir. La dernière phrase, écrite d'une main élégante, lui revint en tête. « Si je meurs, que mes mots restent pour ceux qui viendront. » Il n'était plus un simple soldat, il était un lecteur et le gardien de sa propre histoire et de celle de ses camarades. Son identité avait été forgée non par la guerre, mais par les mots qui avaient survécu à la guerre. Il était le témoin de ce qui avait été et le porteur de ce qu'il devait être.